Vous en avez marre de faire du sport seul? Votre coéquipier préféré n'est plus disponible aussi souvent que prévu? J'ai la solution. Je suis ravie de vous parler de Smatchy, une application mobile qui vous connecte avec d'autres sportifs près de chez vous. Que vous soyez amateur ou sportif confirmé, Smatchy propose des fonctionnalités pensées pour vous. Un algorithme qui vous connecte avec des personnes partageant votre pratique, ou bien la possibilité de rejoindre ou d'organiser vos propres événements. Alors si vous avez envie de sortir de votre routine, de rencontrer de nouveaux partenaires ou simplement de rester motivé dans votre pratique sportive, téléchargez Smatchy dès maintenant. Petit bonus, c'est 100% gratuit. Disponible dès maintenant sur l'App Store et le Google Play Store. Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée inspirante, Déborah Guillotin. Entrepreneuse audacieuse et engagée, Déborah est la CEO de My English School, un centre de formation à l'anglais qu'elle a redressé avec brio après l'acquisition en 2020. Déborah n'est pas seulement une femme d'affaires, elle est aussi une véritable business angel. Son engagement dans la redistribution des richesses et son soutien à des projets d'impact social font d'elle une voix importante dans le monde de l'entrepreneuriat. À travers ces initiatives, elle aspire à faire une différence, notamment en aidant les personnes défavorisées à se réinsérer dans la société. Dans cet épisode, nous discuterons de son parcours fascinant, des défis qu'elle a surmontés et de sa vision d'un capitalisme plus éthique. Nous aborderons également sa passion pour l'éducation et son ambition d'apporter un changement positif dans la vie des autres. Préparez-vous pour une conversation enrichissante qui allie persévérance, humanité et inspiration. Bonjour! Quelle belle introduction, merci. C'était important d'introduire un petit peu, en tout cas, notre invité du jour. Je te remercie vivement d'avoir accepté cette proposition d'interview qui date un petit peu, parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de la faire suite à une interview que j'avais pu de toi avec Caroline Mignot. C'est Caro. Et voilà, ça m'avait donné très envie de venir échanger avec toi, notamment sur les thèmes de mon podcast. Je pense qu'avec Caroline, tu avais dû parler business angel ou marketing. Et voilà. Et du coup, ton histoire de vie m'avait vraiment dit, c'est une personne à aller interviewer, parce que je trouve que ça montre en tout cas que on peut partir finalement pas forcément avec un socle du coup favorisant, et que si on a envie, qu'on est déterminé, qu'on a la volonté, on peut arriver à faire des très belles choses. Merci beaucoup. C'est pas faux. On va commencer l'interview par un petit portrait chinois. C'est généralement ce que je fais avec chacune et chacun de mes invités. Est-ce que t'es OK et partante? Let's go. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'attends de voir. Ah, tu verras, c'est un petit portrait, c'est le warm-up, j'aime bien. Si tu étais un animal, Déborah, lequel serais-tu et pourquoi? Si j'étais un animal, un lion. Un lion? Je serais un lion parce que pour moi, j'adore, un lion ou une lionne comme tu préfères. La lionne chasse pour le lion, c'est peut-être pas plus mal. Parce que je suis plutôt une personne qui fait. Mais parce que j'aime beaucoup l'idée d'être un peu la personne qui gère, qui tu sais, un peu comme le commandant d'un navire. Pour moi, le lion, ça représente vraiment la meute, quelqu'un qui est là pour aider, accompagner, faire grandir, mais qui est aussi là pour chasser du côté des lionnes. Donc non, ouais, plutôt lion ou lionne, ouais. Je suis très protectrice avec les gens que j'aime. Si tu étais une couleur, laquelle choisirais-tu? Rouge. Pourquoi? Oui, oui. Toujours avec le pourquoi.
Rouge parce que c'est ma couleur préférée depuis que je suis toute petite. Pour moi, ça représente la couleur de la vie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est la couleur du sang, je ne sais pas. Parce que dès que je vois une goutte de sang, je tombe dans les pommes. Mais pour autant, c'est ma couleur préférée. Si tu étais un livre, lequel représenterait le mieux ton parcours? Si j'étais un livre, je dirais Les 4 filles du docteur March. J'adore. C'est un livre qui m'inspire énormément. C'est une histoire que j'aime. C'est un peu, ça ressemble un peu à mon histoire de vie en fait. Hein. Des personnes, bon, à la base, elles avaient pas de problème d'argent, mais le papa ne revient pas de la guerre, qui les rend dans des situations un peu complexes. Et au final, tu te rends compte que chacune a son parcours de vie. Elles ont toutes les 4 été élevées de la même manière. Pour autant, elles vont chacune choisir une vie différente. Et ça ressemble beaucoup à ma propre famille et notamment à mes frères et sœurs. Quand ma maman est décédée, on a tous pris des chemins de vie différents. Pour autant, on s'aime à la folie, mais on est tous très différents. Si tu étais un plat, quel serait-il? Les lasagnes, c'est mon plat préféré et que je trouve que c'est, je sais pas, c'est facile à faire, c'est rapide, c'est bon. Donc ouais, des lasagnes. Si tu étais une citation, laquelle te définirait le mieux? Si j'étais une citation, laquelle me définirait le mieux? Alors, celle qui me définirait pas, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pas du tout mon cas. Celle qui me définirait, ah là là, j'aurais aimé la préparer, celle. Bah peut-être, citation, laquelle me définirait le mieux? Ça, c'en est une qui a été dite par une très grande chef d'entreprise aux États-Unis qui était pendant longtemps la directrice de Yahoo, qui disait je me fous qu'on pense que je suis une pétasse tant que je suis une pétasse efficace. C'est pas mal, non? Je l'ai jamais entendu ça. Et tu vois, c'est la fondatrice, enfin c'est pas la fondatrice, c'était la CEO de Yahoo qui l'avait dit. Elle avait utilisé le terme pétasse ou connasse, je me souviens plus, mais je trouvais que c'était pas mal. Je me fous qu'on me traite de connasse tant que je suis une connasse efficace. Parce que dans le monde de la tech aux États-Unis, c'est très dur d'être une femme. Dans le monde entier, hein, finalement, c'est dur aujourd'hui d'être une femme et de faire entendre sa voix. Ça peut être à double tranchant, tu vois, parce que d'être une femme aussi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Moi, je trouve que dans l'entrepreneuriat, être une femme, c'est plus simple pour pouvoir se démarquer parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat. Donc, du coup, tu vois, quand il y a des awards, quand il y a des trophées, c'est beaucoup plus simple que les hommes, je trouve, pour le coup. Toi qui es business angel, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui essaient tu vois, de lever des fonds. Et souvent, elles sont obligées de s'associer avec des hommes. Ouais, les sociétés qui sont gérées par des femmes, c'est moins de 2% des financements. Non, c'est sûr, c'est sûr, hein. Mais je veux dire, il y a double tranchant, tu vois, ça peut être compliqué dans certains domaines. Typiquement, la finance. Moi, j'ai une amie à moi qui est exceptionnelle en finance, mais pour autant, aujourd'hui encore, la finance, il y a des clubs privés masculins auxquels les femmes n'ont pas le droit d'être présentes. C'est hallucinant, parce que mon amie qui est dans la finance, elle se fait prendre des deals par d'autres sociétés parce que justement, il y a ces fameux club deal masculin où les femmes n'ont pas le droit d'être. On est en 2024 quand même. Ouais, D'un autre côté, les mises en avant des femmes aujourd'hui, vu qu'on n'est pas très nombreuses, c'est un peu plus simple. Donc tu vois, il y a un peu le double tranchant dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, ça fait penser à Caroline Jurado avec ton monde. Je la connais pas particulièrement, Caroline Jurado, mais c'est une très bonne amie à mes amis à moi qui sont Nina Ramen et Caroline Mignot. Et oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le domaine de la crypto, c'est beaucoup plus vu par les hommes et géré par les hommes en règle générale que quand une femme s'y met, forcément, elle y connaît rien et elle dit que de merde. Pour le coup, elle est assez exceptionnelle, Caroline Jurado, dans ce domaine-là. C'est clair. Puis de toute façon, le genre ne définit pas ni l'intelligence ni la compétence. Donc au final, On est d'accord. On était sur la citation. Si tu étais un lieu, où aimerais-tu être? Un lieu, maison. Chez moi, Charlie, avec ma femme et mes enfants, parce que pour moi, c'est le meilleur endroit au monde. Peu importe où je suis, tant que je suis avec eux, la maison, pour moi, c'est un peu la sécurité. Si tu étais une saison, laquelle incarnerais-tu? L'hiver. J'adore l'hiver, j'adore la neige, j'adore le froid. Et je trouve que c'est le moment de l'année où, justement, on est tous à l'intérieur, tous ensemble. C'est un peu raclette, tartiflette, tu vois, les meilleurs moments de l'année. Si tu étais un personnage historique, qui serais-tu? Personnage historique. Faut que je choisisse une femme en plus. Si. Bon, ça peut paraître bizarre, mais je dirais Marie-Antoinette. J'adore Marie-Antoinette, j'adore l'histoire de France, et je trouve qu'on a peut-être exécuté la mauvaise personne en fait. Donc du coup, Marie-Antoinette. On en parlait d'elle pendant les JO, hein,
c'est clair, mais je tiens quand même à dire, d'après les historiens, elle n'aurait pas dit qu'on leur donne de la brioche. Elle a pas dit ça. Au contraire, elle essayait de limiter la casse et au final, elle s'est fait couper la tête. Donc non, je pense pas que je pense pas que c'était quelqu'un de si mauvais. On peut pas remettre toute une problématique sur une seule femme. Mais bon, vu que c'était la femme, il fallait bien que ce soit elle. Ouais, c'est ça. Il fallait Il fallait un bouc émissaire, ce fut elle. Exactement. Si tu étais une qualité, laquelle souhaiterais-tu avoir? La loyauté. Quoi, celle-ci? Pour moi, être loyal, c'est le plus important en fait. La transparence, la loyauté. J'aime à dire que les gens peuvent facilement lire en moi comme un livre ouvert parce que pour moi c'est la qualité la plus importante. Quand tu es honnête et loyal, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal pour toi, bien au contraire. Donc j'ai une très grande loyauté envers mes amis, très grande loyauté envers mes employés, très grande loyauté envers mes associés. Et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante dans une relation, la loyauté. Ça va bien avec la lionne. Ouais. Je te le disais tout à l'heure. Et ouais. Les lions, ça fonctionne en clan, ils sont loyaux entre eux. C'est vrai, clairement. Si tu étais un rêve, quel serait-il? Si j'étais un rêve, je ne sais pas, un rêve. Peut-être, alors là, tu me colles. Attends. Si j'étais un rêve, si j'étais un rêve, je serais Alice Labouze. C'est une amie à moi, la fameuse amie dont je te parlais, qui est dans la finance. Elle représente pour moi la classe incarnée chez une femme et toute une simplicité, mais pour autant, tu vois, elle peut paraître très froide quand tu ne la connais pas. Quand tu la connais, c'est un amour, mais elle laisse pas rentrer beaucoup de monde. Et elle est dans le monde de la finance, qui pour moi est un monde tellement d'hommes où c'est très très dur de te faire une place. Pour autant, elle a été nommée meilleur fonds d'investissement au monde avec Crescento, robotique et IA. Et je me dis, en fait, si j'étais un rêve, je serais Alice Labouze. J'aimerais pouvoir passer, tu vois, une journée dans ses chaussures, tu vois, juste pour voir un peu ce que c'est que d'avoir autant de pouvoir et d'être autant respecté par la gente masculine, tu vois. Bon, allez, c'était ma dernière question. Je te remercie. Je suis chinois. Tu vois, je t'ai pas collé, mais en tout cas, ça t'a amené à la réflexion et voilà, le warm-up est terminé. J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours et qu'est-ce que tu peux nous en dire et en quoi il t'inspire aujourd'hui? Tu veux dire, qu'est-ce que je dirais potentiellement à la fille que j'étais à 9 ans et qui ne savait pas où elle allait aller? Mon parcours, il est assez chaotique dans les premières parties de ma vie. Enfin, si t'as regardé le podcast de Caroline Mignot, t'as pu voir que quand ma maman a été enceinte de moi et qu'elle a accouché, on était SDF. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps j'ai vécu dans une cabine téléphonique, mais j'ai vécu dans une cabine téléphonique et j'en souviens très bien. Pour autant, aujourd'hui, tu veux, dans ma vie, je dirais que j'ai connu le pire comme le meilleur. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que d'être plus bas et je sais aussi ce que c'est d'être plus haut. Et en étant au plus haut aujourd'hui, j'ai toutes ces peurs de retourner au plus bas. Je sais pas si tu vois un peu ce que j'entends par là. Mais j'aimerais quand même prendre le temps de dire à cette fille de 9 ans que les choses vont bien se passer et qu'elle va rencontrer quelqu'un d'incroyable qui devient femme, avec Julie, et qui va m'élever à des niveaux que je n'aurais jamais imaginé. Et tu veux, dans la vie, c'est pas simplement la personne que tu fais, c'est aussi les raisons que tu as dans ta vie qui vont faire que tu vas évoluer du bon ou du mauvais côté. On m'a toujours dit, tu es la somme des 5 personnes tu es la somme des qui t'entourent. Donc, in fine, j'ai décidé de m'entourer des meilleures personnes pour pouvoir vraiment évoluer, m'élever socialement, mais aussi intellectuellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis complètement différente de mes frères et sœurs, par exemple. Mais pour autant, j'arrive à comprendre des personnes qui sont très riches, j'arrive à comprendre des personnes qui sont pauvres, j'arrive à comprendre toutes les personnes avec qui je suis en règle générale, et je ne suis pas la personne que je suis pour élever les personnes. J'essaye de rester vraiment la même. Et ça passe en général, mon caractère et ma manière d'être passe avec tout le monde. Que ce soit une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, comme le président de la République. Et si tu regardes dans le rétro, de quoi es-tu la plus satisfaite aujourd'hui? De ma famille, de mes enfants, d'avoir pris le temps de pouvoir créer une vie pour eux que je n'aurais jamais
que je n'avais pas eu la chance d'avoir moi-même, et de m'assurer qu'aujourd'hui, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il puisse arriver, dans plusieurs générations, ils n'auront pas à se soucier du futur et de se retrouver éventuellement à la rue. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te parle au prisme de ton parcours? Quand tu vois, je vais te demander quelque chose de très honnête, et tu me dis, si tu analyses un peu le parcours d'une personne, une personne qui n'a jamais connu richesse, qui a toujours été pauvre, qui a vécu dans des cités, qui a fait des choses très légales à un moment de sa vie, pour au final arriver à un endroit où tu es chef d'entreprise, que tu gères une cinquantaine de personnes, ou même 80 maintenant, si on prend les personnes, les sous-personnes aussi, tu vois, les sous-directives, on est plus autour de 80 aujourd'hui. Et que tout ça, tu le fais en un espace de temps de moins de 5 ans, tu vois. Est-ce que tu estimes que tu as rendu le possible impossible d'être de la plus pauvre, vivre dans une cabine téléphonique, devenir multimillionnaire dans l'espace de 30 ans? Pour moi, c'est rendre l'impossible possible. Et encore une fois, pas simplement par le travail que j'ai fait, parce que ce serait être clairement une menteuse de dire je viens de la suite de mon front, mais c'est des rencontres que j'ai eues, des personnes qui m'ont tendu la main, des personnes qui m'ont accompagné. Ça va de ma femme, ça va de Luigi Squeri qui m'a accompagné pour le rachat de la société quand on était en plein Covid. Ça va de mes collaborateurs aujourd'hui qui se battent toujours pour faire de baby meilleure option. Et en fait, je pense que chaque personne qui va te dire et qui osera te regarder dans les yeux et te dire aujourd'hui je m'en suis sorti tout seul, c'est pas possible. À un moment donné, quelqu'un leur a tendu la main. Ils ont certainement oublié cette personne. Mais moi, chaque personne qui croise ta route, c'est un peu comme des espèces de petits points, tu vois, je le dis souvent. Je vais rencontrer des gens à un moment donné de ma vie où je verrai pas vraiment la liaison. Et 5, 6, 7, 8 ans plus tard, je vais me dire, mais oui, mais telle personne que je rencontre aujourd'hui, c'est et au final, je me rends compte pour moi, ma vie, c'est un peu une constellation. Tu sais, comme un espèce de jeu vidéo. Chaque personne que je rencontre, j'essaye de pas l'oublier parce que je sais qu'à un moment donné, pour ne serait-ce de raison, dans mon parcours de vie, potentiellement, elle pourra avoir un grand intérêt. Et c'est comme ça que on évolue mieux et qu'on arrive à rendre l'impossible possible. Oui, bah écoute, je peux pas te donner tort, hein. Je te donne entièrement raison. Et puis ça me fait penser à un livre, le livre de Charles Pépin, Les rencontres ou la rencontre, qui Caroline aime bien aller à ses conférences à Paris où il fait des ateliers philo où elle y va régulièrement. Et en fait, si je synthétise, il met bien en avant que la meilleure manière de se connaître soi-même, c'est les rencontres que l'on fait au fur et à mesure, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça nous permet de mieux définir qui on est et ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Exactement. Qui on est, ce qu'on veut être, ce qu'on ne veut pas être. Et c'est grâce aux rencontres qu'on arrive à faire tout ça. Et puis, comme tu disais, après, oui, les opportunités des rencontres permettent aussi de réaliser ses propres projets, puisque chacun peut aussi aider l'autre, quoi. Moi, c'est souvent un peu ce que je prône, hein. Je veux dire, si on était dans une société où chacun, plutôt que d'être jaloux de quelqu'un d'autre, machin, pouvait tendre la main pour aider dans sa compétence à un autre projet, je pense que le monde irait mieux, quoi. Ouais, totalement. On va clôturer un peu la thématique de ton parcours. On va parler du mental. Et ça, je pense que c'est un sujet c'est un sujet qui est important. On en parle beaucoup du mental, les sauces, hein. C'est pour ça que j'aime bien aller interviewer plein de personnes, parce que ce qui est intéressant et ce que j'aime à démontrer, c'est que la cartographie du monde de chacun est la sienne et n'est pas celle de quelqu'un d'autre, et que chacun développe son mental au gré de son éducation et puis aussi des expériences qu'il rencontre. Donc chacun a un mental unique finalement. Donc il n'y a pas de méthode toute faite pour finalement développer un mental d'acier. Je pense qu'on a tout en nous pour réussir. Il faut juste se poser les bonnes questions et, comme tu disais si justement tout à l'heure, bien s'entourer. Donc toi, le mot mental, si tu devais le définir, qu'est-ce qu'il représenterait pour toi? Pour moi, le mental, c'est la qualité d'une personne à se lever le matin et peu importe ce qui s'est passé la veille, de réussir à avancer dans la vie. En gros, c'est définir mon mental à moi, en tout cas, c'est ça. Parce que je sais que selon les personnes, tu vois, t'en as qui vont toujours vivre dans le passé, t'en as qui vont toujours vivre dans le futur.
très peu vivre au présent. Mais pour moi, le mental, c'est cette capacité-là à en fait continuer à avancer peu importe ce qui nous arrive dans la vie. Alors toi, personnellement, elle consiste à quoi ta préparation mentale? Est-ce que tu en as une? Qu'est-ce que tu mets en place pour toi? Après, ça se trouve, c'est des rituels inconscients que tu mets en place depuis longtemps, mais est-ce que tu as des choses dont tu as pu prendre conscience avec le temps, des choses que tu mets en place pour toi, pour je sais pas, moi, préparer à je vais pas te dire une bêtise, mais préparer un événement, préparer quelque chose qui est important aussi bien dans ta vie perso que pro. Alors, je vais te dire quelque chose qui va te paraître peut-être bizarre, mais c'est vrai, je crois que j'ai jamais dit à personne, tu vois. Donc, comme ça, au moins, tu auras l'exclusivité. Je crois beaucoup. Alors moi, le mental, pour moi, c'est très important. Et je crois beaucoup, tu vois, à tout ce qui est karma, si tu fais bien les choses avec les gens, le bien revient. Mais je crois surtout à si tu te mets quelque chose en tête et que tu le veux vraiment, tu peux l'avoir. Certains appellent ça, tu vois, ils appellent ça un peu j'ai perdu le mot, c'était sur le bout de ma langue, mais la visualisation. Ouais, la visualisation, mais t'as un autre terme qui est en gros, on fait partie de l'univers. Tu demandes des choses à l'univers et les choses reviennent. Ça peut paraître bizarre, mais moi, à chaque fois que j'ai voulu quelque chose dans ma vie, je l'ai eu. Vraiment. Chaque fois que j'ai voulu quelque chose dans ma vie, je l'ai eu. Parce que je me suis donné les moyens, mais parce que je l'ai visualisé et parce que tant que je l'avais pas, je n'ai pas abandonné, en fait. Donc moi, mon petit rituel, si tu veux, chaque année, j'ai un objectif. Un objectif qui peut paraître impossible au regard des autres, mais qui pour moi, je sais, chaque chose que je vais faire le matin quand je me lève, c'est dans cette optique finale d'avoir cet objectif de l'année. Typiquement, le rachat de ma société. J'avais proposé au fondateur de la racheter avant, il m'avait dit non. J'ai tout fait j'ai donné ma démission. Le Covid est arrivé, j'ai dit je te la rachète. Pour autant, personne n'aurait racheté un centre de formation en plein Covid, surtout un centre de formation qui perdait de l'argent chaque année. J'avais cet objectif, je l'ai eu. On a ouvert Dijon 1 an et demi plus tard. Du premier jour où on a visité les locaux, je voulais acheter les locaux. Les propriétaires m'ont dit non, on n'est pas en vente. Pendant 1 an, tous les jours, je demandais à acheter les locaux. Au bout d'1 an, ils me les ont vendus. Tu vois, donc j'ai cette, tu vois, j'ai un truc dans le mental. Cette année, c'est Paris. Je veux ouvrir Maillès Paris. J'ai vu des locaux qui sont extrêmement bien placés à Paris. 5 millions d'euros. Je vais les avoir. Enfin, tu vois, dans ma tête, c'est pas une possibilité, c'est, je visualise et je sais, je parle toujours c'est à moi. Et jamais, non, c'est à moi. Je sais que ces locaux, je les aurai, je suis en train de les négocier, la banque me suit, let's go, je vais les avoir. Alors qu'il y a 1 an et demi en arrière, je les aurais certainement jamais eu. Mais quand bien même, je me serais mis dans l'esprit que je les aurais eu. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. En gros, quand je veux quelque chose, j'abandonne jamais et je sais que je vais les avoir, donc je parle au futur. Quand on aura les locaux, on va les aménager comme ça. Pour moi, c'est pas une possibilité que je les ai pas. Pour autant, t'as beaucoup d'entrepreneurs qui te diront, mais tu les as pas encore, t'as pas signé le bail, t'as pas signé le crédit, t'as pas signé machin. En fait, pour moi, à chaque fois que tu te mets ces étapes-là dans la tête, tu perds du temps inutile. Je suis déjà en train de gérer ma déco dans mon nouveau centre alors que j'ai même pas encore signé le bail, tu vois. J'ai même pas encore signé l'acte de vente que pour moi, c'est déjà bien. C'est ça, la visualisation. Le mentalisme. J'ai un mental de fer. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Oui, puis tu parles d'une notion qui est importante, c'est la persévérance. Ouais, exactement. La persévérance, c'est l'amener à tout. C'est une qualité importante, hein. Alors moi qui viens plutôt du sport, mais à compétence égale, du coup tu peux pas enlever la notion de travail parce que de toute façon on part tous avec des compétences. Alors il y a des gens qui ont des qualités, d'autres qui en ont d'autres, mais après si tu les travailles, ça devient vraiment des grandes, ouais, des forces, des grandes compétences. Mais souvent ce que je dis, c'est que la réussite, après, elle est liée à ta persévérance à continuer à travailler chaque jour. Pour moi, le seul facteur dont tu ne maîtrises pas encore, que tu peux pas vraiment maîtriser, c'est le temps que ça va prendre. Je trouve que tu peux l'avoir dans un domaine qui te passionne, mais pas dans un autre, tu vois. Parce que moi, Oui. je fais une persévérance de dingue sur le business. Pour autant, j'ai 0 persévérance pour perdre 10 kilos, tu vois. Donc, tu vois, ça peut être vrai dans un contexte, mais pas vraiment dans l'autre. Ça fait 1 an que je dis faut que je perde 10 kilos. La persévérance, elle est partie, tu vois. Oui, parce qu'après, c'est peut-être pas ta priorité non plus. C'est vrai. Et puis après, quel que soit le poids qu'on fait, ce qui est important, c'est pas le poids que l'on a, c'est comment on se sent dans son corps qui est important. Ça, c'est important. Et après, il y a les notions de santé qui rentrent en
en considération aussi, parce que voilà, le poids joue sur les articulations. Là, je viens du sport, donc forcément, voilà, le poids, ça peut avoir un impact sur sur la santé, les articulations, tout ça. Mais après, si on est bien comme on est, je trouve que c'est déjà un bon début, quoi. On est bien comme on est, mais 10 kilos au moins, ça ferait pas de mal. Tu vois, donc il faut que j'ai une persévérance dans ce domaine-là aussi, tu vois. Mais en tout cas, le domaine business, c'est une certitude. Quand j'ai quelque chose en tête, je l'aurai. En fait, tu peux te fixer les 10 kilos, hein, après, il y a pas de temps. Tu peux le faire petit à petit. C'est clair. C'est dommage quand même qu'à 34 ans, j'ai la flemme, alors que réellement, tu vois, c'est pas à 60 ans que tu t'en fous d'avoir 10 kilos. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai. Alors, on va parler de la confiance en soi et du droit à l'erreur. C'est deux notions dont on entend régulièrement parler aussi. La confiance en soi. Droit à l'erreur, j'aime pas trop le mot erreur. Je préfère le mot expérience, moi. De manière, qui ne se plante jamais dans sa vie, je sais pas. Pour commencer sur la confiance, j'ai souvent deux types d'invités. J'ai des invités qui me disent qu'ils ont pas forcément confiance, et même aujourd'hui, ils ont toujours pas confiance. Et pour autant, ça les empêche pas d'avancer. Mais ils prennent confiance avec le temps, voilà. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit, écoute, moi, je me suis jamais trop posé cette question. J'ai pas cette problématique. J'ai toujours eu confiance en moi. Toi, tu te situerais comment? Alors moi, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Ça serait mentir que de dire que j'ai toujours eu confiance en moi. Au début de ma vie, notamment, j'avais beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Donc j'avais pas cette confiance naturelle. Par contre, la confiance en moi est arrivée assez rapidement avec les personnes que j'ai rencontrées. En fait, je me suis rendu compte petit à petit que quand t'as confiance en toi, t'avances plus vite. Et moi, j'avais cette envie de toujours m'en sortir et de réussir à construire quelque chose. Aussi simplement que ça puisse paraître, moi, j'ai toujours su que je voulais une famille. J'ai toujours su que mes enfants seraient la chose la plus importante pour moi, voire même plus que le business. Mais que je pouvais allier les deux si je faisais les choses bien. Et cette confiance en moi, j'ai dû la prendre aussi quand j'ai rencontré ma femme, parce que quand j'ai racheté ma nièce, il a fallu que j'ai une grande confiance en moi pour qu'elle puisse me suivre, qu'elle puisse m'accompagner. Elle-même m'a montré énormément de confiance, et en fait, je pense que la confiance que elle m'a montrée m'a permis un peu de décupler mes ailes, si tu veux. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça m'a donné une confiance en moi que j'aurais jamais imaginée. Et aujourd'hui, si tu me demandes si j'ai confiance en moi ou pas, oui, j'ai confiance en moi, et je sais que peu importe ce qui peut arriver dans la vie, contrairement à la Déborah qui avait 20 ans ou 25 ans et qui se disait la moindre petite chose que je fais, je peux tout perdre et je vais retourner dans la rue. La Déborah de 34 ans, elle sait que même si demain ce qu'elle est en train de construire aujourd'hui ne fonctionne pas, même si ma English School ne fonctionne pas sur le long terme, ce que je doute, je sais que j'aurai toutes les compétences qu'il faut pour faire mieux, parce que j'aurai appris de mes erreurs. Et je pense que c'est là où tu vas gagner ta confiance ou non, c'est de te dire quelle est ta capacité d'auto-analyse, quelle est cette capacité que tu as de t'auto-analyser et de comprendre les erreurs que tu as fait pour ne pas les refaire. Et plus tu seras capable de t'auto-analyser, pour moi, c'est devenu vraiment un automatisme, c'est-à-dire que chaque chose que je fais, je prends un moment d'auto-analyse. Tu vois, on va finir notre discussion ensemble, à la fin, je vais me dire, peut-être que j'aurais dû dire ça, peut-être que j'aurais dû faire ça. Et je vais toujours m'auto-analyser, ce qui fait que je suis devenue, entre guillemets, et pas du tout pour me la péter ni quoi que ce soit, mais une commerciale hors pair, parce que du coup, je suis constamment en train d'analyser mes process et ce que j'aurais pu faire mieux. À chaque rendez-vous, je fais mieux que le rendez-vous d'avant. Et ça me permet justement d'avoir une confiance en moi assez incroyable. Et ça, je l'ai gagné avec le temps. Donc, comme quoi, on peut naître et grandir sans avoir une grande confiance en soi et l'acquérir avec le temps. Ouais, et puis avec les réussites aussi. Oui. Mais j'ai des échecs, j'ai énormément d'échecs, j'ai pas que... Mais chaque échec a été un moment d'apprentissage pour moi. C'est justement, donc du coup, forcément, tu réponds à la question que forcément, il faut se donner le droit aux échecs aussi pour mieux réussir. Mais c'est très français que de voir l'échec comme négatif. Tu vois, moi, j'ai vécu 2 ans à New York. Et à New York, notamment à l'époque où moi j'y étais, les gens qui avaient déjà qui avaient déjà raté quelque chose, qui avaient déjà coulé des startups, ces personnes-là, au contraire, on leur faisait plus confiance que des personnes qui se lançaient pour la première fois. Parce qu'en fait, ayant vécu une fois l'échec, on savait qu'ils avaient potentiellement appris de leurs erreurs et qu'ils n'allaient pas les répéter. Là où quelqu'un qui le faisait pour la première fois, potentiellement, pouvait faire plus d'erreurs. Nous, en France, quand t'as coulé une start-up, c'est très très difficile après pour toi de relever une deuxième fois. Quand t'as fait des levées de fonds.
parce que du coup, on estime que t'as pas été bon la première fois. Donc, tu vois, c'est très négatif. Mais on est beaucoup comme ça, nous, Français. On est très négatifs. On est constamment dans la négativité. On est constamment dans le jugement. On est constamment dans l'envie de l'autre. Ce qui est complètement différent des pays anglo-saxons où tu vois, quand tu vois ton boss arriver en Mercedes ou en Bugatti, dans un pays anglo-saxon, ça va être ah, j'espère qu'un jour j'y arriverai, j'espère que je serai comme lui, j'espère que j'aurai une Bugatti. En France, ce sera mais combien d'employés il a écrasé pour avoir une Bugatti? Tu vois? Ouais, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. C'est 2 poids, 2 mesures, tu vois. Et tant qu'on continuera, en mon sens, tant qu'on continuera dans cette négativité constante en France, ça serait très très difficile d'avancer. Ouais, c'est sûr, mais comme tu disais, quand c'est un état d'esprit, une mentalité, c'est dur de s'en défaire aussi, je pense. Hein. Ouais, mais tu Faut vois, du ça temps, change. Toutes les nouvelles générations, genre Kevin Dufresne, Chris, moi je te parle un peu de la génération LinkedIn, mais j'en connais aussi d'autres, qui sont les nouveaux arrivés sur le marché. Ils connaissent leurs valeurs, ils savent qu'ils ont envie d'avancer pour eux, ils ont envie d'avoir de l'argent, ils ont envie de grandir, ils ont envie de s'épanouir. Ils s'attendent pas à avoir le même CDI pour toute leur vie. Ils s'attendent d'ailleurs même pas à avoir un CDI. Pour la majorité d'entre eux, ils ont déjà cet esprit entrepreneurial. Et je pense que ça va insuffler aussi une nouvelle réalité du monde. Et j'espère que ça apportera quelque chose de très positif à la France. Des gens qui ont envie de se lever le matin pour générer une économie. Déjà, tout ce que tu dis, ça soulève un peu un petit peu la question du regard des autres finalement. Avec, comme tu disais, un regard qui peut être différent, le regard de se dire bon j'ai envie de faire comme cette personne-là, ou le regard de se dire qu'est-ce qu'elle a fait pour, enfin voilà, te regarder de côté négatif. Est-ce que toi, t'as eu à un moment donné là, du coup dans tes différentes expériences, tu as franchir du regard des autres, travailler dessus, ou finalement tu t'en es jamais trop préoccupé? Alors, le regard des autres, si tu veux, m'importe peu. Peut-être méchant ce que je vais dire, mais je pars du principe qu'on est encore une fois dans un pays où peu importe, tu bouges le moindre petit doigt, on va te critiquer. Donc autant faire ce que tu veux faire dans la vie et ne pas te soucier des autres. Moi, c'est plutôt un regard envers moi-même. C'est là où j'ai eu de grosses problématiques, notamment quand j'ai commencé à être un peu plus médiatisée. Je ne supporte pas ma voix, je ne supporte pas mon image, je ne supporte pas... En fait, de me voir, c'est très difficile pour moi. Je me souviens notamment d'une une de magazine que j'avais fait pour la Tribune Lyonnaise où j'étais allongée sur le canapé pour aller voir, hein, tu la trouveras facilement sur Internet. Et à l'époque, si tu veux, je faisais 150 kilos. Et quand j'ai vu cette image, je me suis foutue du regard des autres, c'est mon regard à moi, et j'ai eu honte, je me suis sentie mal, et je me suis dit, je ne peux pas représenter ma société en ressemblant à ça, tu vois. Donc j'ai perdu 70 kilos en 2 ans, mais c'est plus le regard que j'ai envers moi-même. Est-ce que moi, le matin quand je me lève, est-ce que je suis une meilleure personne que la personne que j'étais hier ou pas? Après, que les autres pensent que je sois une bonne personne ou pas, je m'en fous. Ça m'empêche pas de dormir la nuit. Moi, c'est ma raison à moi et ma morale à moi. Est-ce que j'estime que je suis une bonne personne? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je traite bien les personnes qui travaillent pour moi? Est-ce que je traite bien mes amis? Est-ce que je traite bien mes associés? Est-ce que je continuerai, même en étant très très riche, à donner à des œuvres de charité? Est-ce que je continuerai à faire du caritatif? Est-ce que je continuerai à être marraine d'association? C'est important pour moi, dans ma vie à moi, d'aider les autres. Est-ce que je continuerai à tendre une main sans perdre pied, en fait, si tu veux? Parce que quand tu arrives à certaines sommes d'argent ou quand tu arrives à certains patrimoines, tu peux facilement te dire, je ne suis plus comme les autres. J'espère que j'en arriverai jamais là. Après, j'ai assez confiance en ma famille. Je te le disais tout à l'heure, mes frères et sœurs et moi, on est très très proches. Et même si eux n'ont pas le patrimoine que j'ai moi aujourd'hui, ils restent les pieds sur terre, ils me forcent à continuer à être la personne que j'ai toujours été. Et je pense que c'est aussi important d'avoir ces accroches-là dans ta vie d'entrepreneur, d'avoir ces personnes-là qui peuvent tout te dire et qui osent te parler. Donc, moi, le regard des autres, à la limite, je m'en fous. Le seul regard qui m'importe, c'est le mien, celui de ma famille, celui de mes proches, en fait. Ceux que je connais pas ou que je connais très peu, ça m'impacte pas du tout. Je pense que tu manques pas de motivation, mais peut-être de temps en temps ça doit arriver, peut-être. Sur la perte de poids, tu m'as dit. Ouais, sur la perte de poids, c'est les derniers 10 kilos qui sont les plus durs. Hein. Mais est-ce que tu as des trucs, des choses que tu t'appliques quand justement tu as une baisse de motivation pour essayer de la rebooster? Je suis chiante, mais c'est ma famille, hein, c'est mes enfants. Quand ça va pas, j'ai besoin de me ressourcer et j'ai certainement pas besoin de me ressourcer en travaillant. J'ai besoin de me ressourcer en étant avec mon fils Sacha, en jouant avec lui, en étant avec mes jumeaux, Noah et Eddie,
J'ai besoin de ces moments de famille. En fait, c'est peut-être con ce que je vais te dire, mais pour moi, la vie, c'est une balance entre le business et la personne. Et moi, bon, il n'y a pas le business est plus important. Pour moi, la famille sera toujours plus importante que le travail, toujours plus importante que ce que je veux faire. Et c'est tellement important à mes yeux. Je te le disais tout à l'heure qu'en fait, je bosse énormément pour pouvoir assurer un avenir à mes enfants et m'assurer qu'ils n'auront jamais la vie que moi j'ai eue. Mais d'un autre sens, ça n'empêche pas que tous les soirs, je vais chercher tous les matins, j'amène mon fils à l'école. Tous les soirs, je vais le chercher à 16h30 à l'école. Je ne travaille pas quand mes enfants sont réveillés. Je me remets à bosser éventuellement quand ils sont couchés. Mais ces moments que j'ai avec ma famille sont primordiaux et sont les plus importants pour moi parce que c'est ce qui me ressource pour pouvoir le lendemain me lever, recommencer le travail, aller chercher toujours plus parce que je fais ça pour eux, tout simplement. Et je pense que c'est plus important pour moi de le faire pour eux que pour moi-même. S'ils étaient pas là, si ma femme n'était pas là, si elle m'avait pas donné 3 magnifiques enfants, je suis même pas sûre que j'aurais cette motivation d'aller toujours chercher plus. Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, même pour ma personne, je l'ai pas. Je l'ai pour eux. Ah, je comprends. J'ai envie de te parler de pression. Moi, je la ressens, mais souvent dans les pneus. Mais bon, on parle beaucoup de pression. C'est un mot qu'on entend, pression. Alors déjà, est-ce que ça t'arrive de ressentir de la pression dans le business? Quelqu'un qui te dit non est un menteur. Pour moi, le fait d'être entrepreneur, c'est le fait de vivre avec le stress permanent. Être un entrepreneur, contrairement à quand t'es un employé, tu te lèves le matin, peu importe ce que tu fais, tu sais qu'à la fin du mois, t'auras ton chèque, t'auras ton salaire. Entrepreneur, tu dois chaque matin t'assurer que ta société fonctionne bien, parce que tu ne t'inquiètes pas seulement de toi, mais dans mon cas à moi, je fais vivre 80 potentielles familles. Donc si demain ma société ne fonctionne plus, moi c'est ce stress-là qui peut m'empêcher de dormir. Enfin aujourd'hui il ne m'empêche plus de dormir, mais à des moments très compliqués m'empêchait de dormir, notamment quand j'ai racheté la société, qu'on était à découvert, qu'on nous a refusé le PGE. Bon à l'époque on n'était que 6. Plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en fait c'est plus toi tout seul dans ta baffe qu'en fait. C'est que derrière il y a 80 personnes, 80 familles qui mangent parce qu'ils ont un emploi grâce à toi et que toi, tu as une société grâce à eux. Donc, réellement, ce stress-là, je le ressens plus comme avant et je le vis beaucoup mieux qu'avant, mais il est constamment là. Si demain, ma société ne fonctionne plus, je sais qu'il y a 80 familles qui potentiellement n'auront plus de salaire. Et c'est ça le plus important pour moi, en fait. Le fait que la société fonctionne plus en soi, une entreprise, ça se crée, ça se ferme, ça meurt, ça va en redressement. Ça, c'est le cycle normal d'une entreprise. Mais quand tu commences à avoir beaucoup de collaborateurs et que tu commences à vraiment grandir, le poids n'est pas que sur moi aussi, il est aussi sur chacun de mes collaborateurs et le travail qu'il fournit pour la société. Mais c'est un poids qui peut être important pour un entrepreneur. Moi, je pars du principe que, en étant entrepreneur, chaque matin, tu te lèves, t'es un peu sadomaso, quoi. Tu sais que tu vas te prendre d'un côté des claques, de l'autre des claques, pour autant tu continues à avancer, tu continues à vouloir grandir, tu continues à vouloir évoluer, alors que réellement, des fois, je me pose la question, est-ce que d'avoir eu, si j'avais gardé qu'un seul centre de formation, est-ce que je m'en sortirais pas mieux qu'aujourd'hui et je serais avec moins de stress, tu vois. Vouloir toujours grandir, cette pression de grandir, cette pression d'être le numéro 1 de la formation en anglais d'ici à 5 ans, je me la mets beaucoup, mais je suis accompagnée de 80 autres personnes qui sont là et qui m'accompagnent tous les jours et qui m'aident. Donc en fait, si tu veux, le stress n'est pas le même. Je sais pas comment expliquer, tu vois. J'ai ce stress de faire perdre le travail à 80 personnes, mais j'ai aussi cette confiance en eux qui fait que le stress m'impacte pas trop. Ça m'empêche pas de dormir la nuit, quoi. Et du coup, il t'impacte pas trop, mais comment tu le surmontes? Je l'enfouis un peu au fond de moi. À la base, je suis quelqu'un de très anxieuse, de très stressée. Je me suis fait, très honnêtement, j'ai eu des problèmes j'ai eu des problèmes de santé liés au stress que je me mettais, tu vois. Donc, pour te dire à quel point j'étais quelqu'un de stressé. Mais en fait, aujourd'hui, mon stress, il est aussi vachement limité parce que j'ai confiance en personnes avec qui je bosse. J'ai confiance, je sais que les personnes avec qui je travaille au jour le jour font leur mieux pour que la société fonctionne. Donc, si on fait tous de notre mieux et moi j'ai la vision, eux sont là, exploitent au jour le jour la société, ensemble, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, je pense que c'est plus le travail d'équipe qui m'a permis justement d'être moins stressé. Mais ça n'arrive pas que j'ai une relation de confiance aux gens avec qui tu collabores et travailles. Exactement. Bon. Ma dernière question, elle est en lien avec un thème dont on a déjà parlé, la détermination.
Ouais. Souvent, on entend que pour avoir un bon mental, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Pour avoir un bon mental, faut rien lâcher, mais je pense que c'est pas tout. Il faut, la persévérance, ne rien lâcher. Mais pour avoir un bon mental aussi, il faut être accompagné de personnes qui ont un mental qui veut toujours aller de l'avant. J'entends. Si aujourd'hui, dans ta vie, tu es entouré que de personnes qui vivent dans le passé, toi-même, tu seras amené à retourner dans le passé. Si tu vis dans ta vie avec des proches qui voient toujours le futur, qui veulent grandir, tu auras aussi ces ambitions-là. Et tes ambitions, elles peuvent changer plus tu évolues. Donc pour moi, avoir un bon mental, c'est avant toute chose ton cercle proche. Qui tu as autour de toi et comment est-ce que tu vas aller chercher la bonne chose dans chacun d'entre eux. C'est pas simplement la persévérance, ça peut être aussi être accompagné des personnes qui vont te donner cette envie d'évoluer. Donc, t'es pas forcément persévérant toi-même, mais quand tu vois à quel point ils réussissent, t'as envie toi-même de réussir. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire autant de choses dans ma vie, et notamment être business angel, parce que à la base, j'étais pas du tout business angel. Pour autant, j'ai rencontré des gens qui l'étaient, ça m'a donné envie de le devenir. Je le suis devenu moi-même. Aujourd'hui, j'accompagne d'autres personnes qui ont envie de l'être. Et je trouve que l'évolution se fait comme ça, en fait. Le mental, c'est avant tout les gens qui sont autour de toi et ta qualité à toi, à vouloir ou non les suivre. Et aussi, je dirais, la qualité à faire rentrer les bonnes personnes autour de toi. Tu fais rentrer des personnes qui sont pas terribles, ça top. Et oui, c'est ça. Le cercle proche. Pour moi, c'est la clé. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Et pour conclure, j'aime bien, tu sais, souvent, on retient souvent le début, la fin, enfin voilà, c'est beaucoup d'infos. Il y a quand même beaucoup d'infos dans une interview qui dure quand même 45 minutes. Si tu devais dire à nos auditeurs et à nos auditrices un mot, quelque chose qui te tient particulièrement à cœur ou partager avec eux, tu leur dirais quoi aujourd'hui? Si un mot pour me définir? Non, un mot pour quelque chose qui te tient à cœur de partager, tu vois, c'est quelque chose que tu as envie de partager au monde et qui est vraiment important pour toi et qui peut faire une différence aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais leur témoigner, leur partager, quelque chose en fait, le mot qui garderont de la fin et qui peut-être qu'ils garderont en tête dans des moments difficiles ou des moments où ils vont se dire tiens, dans cette interview là j'ai retenu ça quoi, et c'est important que je m'y tienne. Si je devais partager quelque chose, ce serait, il y a un dicton qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En mon sens, ce dicton est complètement faux. Parce que ensemble on va plus vite et plus loin et plus intelligemment. Donc, si je peux partager quelque chose, c'est ne jamais sous-estimer l'importance de notre entourage, l'importance des gens qui sont autour de nous, mais surtout des personnes avec qui on a envie d'avancer. Et au-delà de ça, ne jamais oublier les plus démunis. On a beau dire ce qu'on veut. Une personne aujourd'hui en France qui vit sous le seuil de pauvreté ne vit pas forcément sous le seuil de pauvreté parce qu'elle le veut. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas envie d'aller travailler, ce n'est pas forcément un fainéant. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes personnels, des problèmes de santé, des problèmes de vie qui font qu'aujourd'hui il a du mal à se lever le matin. Et il faut jamais oublier que à tout moment ça peut arriver tout le monde. Quelqu'un qui a tout perdre. Si vous prenez le temps de parler avec des SDF par exemple, vous pouvez vous rendre compte qu'il y avait des chefs d'entreprise qui gagnaient très bien leur vie, qui du jour au lendemain ont fini à la rue. Donc ne jamais oublier les plus démunis parce que demain ça peut être vous et ne jamais faire comme s'il n'existait pas. Donc j'entends par là, il faut redonner. C'est le plus important. La richesse, demain, quand on va mourir, on n'apportera pas notre argent dans la tombe. Le plus important, c'est le sourire qu'on va donner à quelqu'un quand on va lui donner quelque chose. Donc, il faut repartager sa richesse. Aussi petit soit le geste, pour vous, ça représentera énormément quelqu'un. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Grand merci pour ton temps. Plein de bonnes choses, choses pour 2025 dans dans les ambitions que tu nourris pour du coup ton centre de formation. Tout pareil pour toi, Sébastien. Je souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale.
Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble. Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques, matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire.